là, ça va vraiment être un baptême du feu. On va juste attendre la slide qui accompagne donc l'exposé. Moi, je vais aussi, d'ailleurs, juste présenter aussi brièvement Jonathan, mais pas en détail, puisque c'est lui aussi qui va être la substance de la présentation. La chose que moi j'ai appris, en tout cas, c'était qu'il était en sciences économiques et sociales, donc son doctorat. Et puis, on a posé en fait à chaque participant, candidat et candidate ici, quelques séries de questions personnelles. Et moi, il y avait une des questions qu'on avait imaginées avec justement Farida au niveau de quelle est votre devise. Donc, on entendait maxime de vie. Et voilà. Quand j'ai lu la réponse quand même de Jonathan, j'en ai quand même ri parce que sa réponse c'était le franc suisse. Sa devise c'est le franc suisse. Je crois que son but est atteint là aussi. Ça devait commencer comme ça à peu près. Mais finalement, moi j'ai quand même une question. Quel est en fait finalement votre vrai maxime de vie? Parce que je trouve que ça c'est aussi intéressant à savoir. J'ai pas vraiment de maxime de vie en fait. J'ai pas vraiment de devise. C'est un peu nihiliste, mais non, c'est simplement être porté par la passion, porté par ce qu'on aime faire, et voilà, essayer de trouver un petit peu un sens à notre activité. Mais j'ai pas de devise spécifique. Et j'en cherche pas d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, comme on a dit, donc le baptême du feu, c'est pour Jonathan juste maintenant. Donc je vais aussi procéder ainsi. On va lancer le compteur que vous avez vu maintenant sur votre gauche. Je vais faire procéder en fait un décompte et puis à 3, justement le chronomètre sera en marche. Donc bon courage et puis voilà, on se retrouve juste après. Donc 3, 2, 1, partez. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vous présente le nouveau billet de 50 francs qui a été lancé récemment par la Banque nationale suisse. Alors, tout nouveau billet en Suisse est intéressant parce qu'en fait, il fait ressurgir des idées reçues qu'on a sur la monnaie. Et notamment, une idée qui est très ancrée, c'est le fait qu'on pense que c'est la Banque nationale suisse, c'est-à-dire chez nous, notre banque centrale, qui va créer la monnaie. On aura une sorte de fabrique à monnaie, une usine à monnaie, qui va imprimer des billets. Après, ces billets, c'est une sorte de marchandise qui va un petit peu se balader dans l'espace, comme le feraient peut-être des pommes ou des poires qu'on échange. Donc, cette idée de monnaie-marchandise, en fait, elle est très dangereuse. Et aujourd'hui, au fond, beaucoup de politiques monétaires des banques centrales, je pense ici à la Banque centrale européenne, mobilisent encore cette théorie pour faire leur politique monétaire. Aujourd'hui, on sait par exemple que la Banque centrale européenne essaie de relancer l'activité économique de la zone euro en imprimant des billets. Toujours plus de billets, on voit que ça n'a aucun effet sur l'activité économique. Donc le but de ma thèse, c'est de revenir un petit peu sur ce concept de monnaie, essayer de creuser cette idée de monnaie pour après en tirer des conclusions de politique économique, des règles au niveau bancaire. Donc je reviens, j'essaie justement de critiquer cette idée de monnaie-marchandise et pour ce faire, je vais analyser ce que c'est un paiement. Et je vais voir en fait que la monnaie est simplement un jeu d'écriture comptable que les banques utilisent pour, vous et moi, nous permettre de faire des paiements. Donc, UBS, Crédit Suisse peuvent créer de la monnaie et pas seulement la BNS. De là, il y a un paiement qui est très important dans ma thèse, c'est le paiement des salaires. Imaginez que vous êtes entrepreneur. Vous devez, pour ce faire, vous produisez des produits. Sauf que vous devez engager des gens pour produire ces produits. Vous n'avez encore rien vendu, vous n'avez pas d'argent. Donc, vous devez demander un crédit à la banque qui va créer de la monnaie pour vous permettre de payer les salaires. Et au fond, ce paiement des salaires est très important parce qu'il y aura une correspondance qui se met en place entre l'argent que les travailleurs reçoivent pour leur travail et les produits qu'ils ont fabriqués. On peut voir une sorte de loi qui existe entre les produits fabriqués et l'argent versé pour les salaires. Et de là, on peut voir que toute monnaie qui est créée par les banques, mais pour des activités non productives, au fond, va venir entre de la monnaie qui est versée pour les salaires et va créer de l'inflation ou des crises financières. Et on voit justement que c'est le cas de la politique de la Banque centrale européenne actuellement. Et de là, j'essaie en fait de proposer une réforme de politique monétaire qui va permettre d'éviter ces problèmes. J'ai une sorte de médecin en fait qui va essayer de comprendre le fonctionnement du corps, l'économie, pour après déterminer une maladie, peut-être l'inflation,
pour après essayer de trouver un remède. Ce remède sera justement des politiques qu'on peut mettre en place pour forcer, inciter les banques à ne pas prêter pour des activités non productives. Merci. Merci Jonathan. J'invite donc maintenant Désiré Koenig à venir sur scène. Désiré, vous étudiez un animal très particulier, assez fascinant. Vous m'avez écrit que c'était la fascination qui vous avait conduite là. Oui, j'étudie les poissons zèbres. Vous allez en entendre parler bientôt. Et j'étudie une capacité très particulière qu'ils ont, parce que je pense qu'elle pourrait être utile aussi aux humains à long terme. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans votre devise, donc on a posé à tout le monde la même question, hein, comme ça vous a été déjà expliqué. Votre devise, je vais la faire en français, parce qu'en anglais, j'y arrive décidément pas. Tu es l'univers qui s'exprime juste pour un petit moment comme un être humain. Oui. Plus ou moins. Il y a un côté un peu bouddhiste, à la fois dans vos recherches et dans votre devise, non? Oui, c'est vrai. Je trouve cette phrase m'inspire toujours beaucoup. Je trouve que l'univers n'a pas vraiment de côté bon ou mauvais, sauf quand il s'exprime sous la forme d'un humain. Et donc, c'est notre responsabilité de mettre la balance du côté positif. Merci. Maintenant, on va vous laisser la parole sur le cœur de votre travail. Je vous laisse attendre le décompte. Oui. Ceci est un poisson zèbre. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'il devrait être votre poisson préféré. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai travaillé dans une usine de chocolat. Le chocolat, c'est plutôt génial, mais parfois, il y avait des accidents. Pendant que j'étais là, une des employées a eu sa main coincée dans une machine. La machine a écrasé un de ses doigts et l'a coupé. Ce n'est pas un cas rare. Les gens perdent des doigts, des mains ou des jambes à cause d'accidents ou à cause de maladies. Et c'est pour ça que j'étudie les poissons zèbres. Les poissons zèbres sont des poissons d'aquarium plutôt communs, d'à peu près cette taille. Mais ils sont très spéciaux, parce qu'ils peuvent faire repousser la majorité de leurs organes. Ça inclut leur cœur, leur moelle épinière et leurs nageoires. Et c'est sur ça que je travaille, la régénération des nageoires. Lorsqu'un poisson zèbre doit faire repousser un de ses organes, il n'a pas besoin de cellules souches. Au lieu de ça, il utilise ses cellules adultes, comme des cellules de peau ou des cellules d'os, et il les transforme en cellules qui ressemblent à des cellules souches. Elles peuvent se multiplier et remplacer, par exemple, une nageoire perdue en seulement 20 jours. Et tout ce processus est très finement contrôlé par des dizaines de signaux chimiques qui sont passés entre les cellules. Des signaux qui disent « Hé, toi, tu es une cellule d'os, va par là. Et toi, tu es une cellule de peau, reste à l'extérieur. Et toi, au fond, il faut que tu te multiplies un peu plus vite, on n'a pas toute la journée. » Et c'est ça que j'étudie. Quels sont ces signaux? Comment est-ce que les cellules les comprennent? Et comment est-ce qu'elles réagissent? Parce qu'une fois qu'on pourra comprendre comment les poissons zèbres peuvent régénérer leurs organes, on pourra essayer d'appliquer ces connaissances à des humains qui ont par exemple perdu une jambe dans un accident de voiture ou un doigt dans une machine de chocolat. Et c'est pour ça que les poissons zèbres sont plus que de simples poissons. Ils sont un espoir pour le futur. Merci. Merci beaucoup, Désiré. Donc, la troisième personne, comme on l'a tiré juste avant, c'est Rabi. Voilà, on va attendre. On voit qu'il a ses supporters dans la salle, c'est bon. Alors, Rabi, donc, vous êtes donc en biochimie, vos recherches se portent là dans ce domaine. Et moi, j'ai justement
dans la petite bio, les petits éléments personnels qu'on vous a posés, vous avez écrit justement une des choses qui m'a étonnée, c'est aussi les voyages, en fait, les différents pays dans lesquels vous avez été. Donc, pour moi, c'était aussi la question, finalement, comment est-ce que ça vous a, en fait, influencé ces différentes traditions scientifiques de ces pays? Merci. En fait, quand j'ai commencé les études au Liban, on a eu toujours la théorie, mais on avait besoin on n'avait pas assez de pratique. Donc, la première fois, j'ai pris la destination de la France, vu les relations franco-libanaises. J'ai commencé mes stages là-bas, j'ai appris les techniques, j'ai appris des sujets. Après, je voulais encore aller plus loin dans la science et je voulais toujours travailler sur le métabolisme lipidique et les relations avec les maladies. Et j'avais envie de voir encore dans d'autres laboratoires comment ça marche avant de prendre ma décision finale de faire ma thèse avec M. Schneider ici sur Fribourg. Merci beaucoup. Donc, la mise en pratique, là, je crois on est en plein dedans. Là, ça va être vraiment aussi donc 3 minutes, aussi 3 minutes pour vous, pour nous convaincre. Donc, voilà, je vais vous laisser aussi comme avant avec le décompte et puis commencer. Merci. Bonne chance. Schistosomiase. Derrière ce nom pompeux se cache un parasite touchant près de 200 millions de personnes dans le monde, dont la plupart des victimes sont des enfants. La maladie se manifeste par des troubles intestinaux, hépatiques, sanguins et le développement du cancer. En fait, pendant ma présentation de 180 secondes, le parasite tuera au moins 5 personnes. Globalement, ces enfants atteints ne peuvent plus aller à l'école. Leurs parents ne peuvent plus travailler, réduisant ainsi toute chance de sortir de la pauvreté et imposant un bilan lourd économique. Mais comment peut-on contracter la schistosomiase? Un simple contact avec de l'eau contaminée suffit que les larves infectieuses franchissent dans la peau de l'hôte pour pénétrer au vaisseau sanguin et puis aux organes. En absence de traitement efficace, seule une souffrance à vie est assurée. Mais quelle est la relation entre cette maladie et ma recherche doctorale? Eh bien, j'entrepris l'identification des outils pathogènes utilisés par cet agresseur afin de le dissuader, le neutraliser ou neutraliser ses effets en développant des médicaments ou des vaccins ciblés. Nous avons réussi à identifier SMVAL4, une protéine parasitaire qui est produite en abondance pendant l'invasion. Une fois dans l'hôte, il faut s'attendre au pire. Notre stratégie de défense consiste à élucider les caractéristiques de cette arme pathogène redoutable en termes de structure moléculaire et mécanisme d'action. Nous avons utilisé la technologie de cristallographie au rayon X afin de dévoiler son arrangement 3D. Cette information en poche, on a eu besoin de déterminer sa fonction. Comme on ne peut pas faire d'expérience directement sur l'homme, nous avons utilisé la levure de bière, un organisme simple, mais très pratique et très puissant. Et ceci nous a mis en évidence une découverte capitale. SMVAL4 est capable de se lier au cholestérol. Donc, une fois SMVAL4 passe à l'acte, elle lie le cholestérol sain de son hôte, le substitue avec d'autres molécules malsaines, réduisant ainsi le taux de cholestérol et causant de nombreux effets néfastes. Donc, bien évidemment, c'est une liaison dangereuse entre SMVAL4 et le cholestérol. Et ce mariage illégal doit être empêché afin de réduire le taux de mort à 0. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. » Malheureusement, ceci ne peut se changer en présence de la schistosomiase. Et pour cela, nous disons « Schistosomiase, non, merci. » Ne partez pas, ne partez pas. Hop. Donc, vous avez eu les 3 premiers concurrents. J'invite les 2 premiers à remonter sur scène, s'il vous plaît.
Pierre-toi. Donc, comme vous l'avez compris, maintenant il s'agira de départager déjà ces 3 premiers concurrents et concurrentes. J'appuie sur ça. C'est bien mon rôle. Mais aujourd'hui, donc, j'aimerais juste aussi pour rappeler au public qu'on va essayer de le faire dans un premier tour. En effet, on va essayer de le faire donc par personne, dire voilà pour d'abord Jonathan qui est pour, etc. Et on va essayer, non mais je le dis comme ça parce que on va essayer de le déterminer au premier tour, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis si jamais on passera déjà un deuxième, donc grand applaudissement. Et si les choses sont un peu plus difficiles, on va même passer un très court applaudissement au 3e tour. Voilà, je vous le dis juste au départ, comme ça on est aussi au courant de la manière de faire. Donc voilà, vous pouvez être prêts avec vos mains. On va le faire d'abord pour la première personne, donc Jonathan qui est passé en premier. Donc, pour Jonathan, tous vos applaudissements. Maintenant. OK. La barre est placée assez haut. Alors, maintenant, pour Désiré, applaudissements. C'est pas mal aussi. Stop. Et pour nos 3e concurrents, donc Rabi, applaudissements. Ça, c'est Je crois que le résultat de ce premier tour est clair. Nous déclarons donc Rabi vainqueur du premier tour. Je vous invite à regagner vos places. Et j'appelle maintenant Guillaume Brady sur scène. Je vois que vous aussi, vous avez vos fans. Guillaume, il me semble, dans la vie, il y a 2 possibilités. Quand on a un problème ou quand on est confronté à un problème, on en a tous 2 possibilités. Soit on dit « Ah bon, ça va pas du tout, mais de toute façon, je peux rien faire, donc laisse tomber. » Soit on voit le problème et puis on se dit « Bah, non, peut-être que je peux faire quelque chose. » Vous pouvez m'évoquer votre problème et puis après, vous nous évoquerez peut-être votre solution. Il vous faut le micro. Alors mon premier problème, c'est d'avoir un micro. Et mon second problème, qui est en fait arrivé à son terme, était de finir mon doctorat. Donc pendant un certain temps, ça a été vraiment un problème, mais je pense que tous mes collègues ici savent de quoi je parle. Et puis tout simplement, pour surpasser ce problème, un peu de passion, beaucoup de persévérance et surtout le soutien de mes amis et de ma famille. Je pensais à un problème plus vaste, en fait. Le problème qui a incité, qui vous a fait choisir votre thèse, votre sujet de thèse. La crise économique. On est à un autre niveau. Alors, bon, comme vous le savez tous, c'est une crise qui nous a frappé les États-Unis et l'Europe depuis maintenant 2008. Et je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais j'ai peut-être un début de solution que j'aimerais vous présenter dans le courant des 180 prochaines secondes qui vont suivre. Très bien. Donc, à vous la parole pendant 3 minutes. Lorsque vous vous promenez sur le pont de la Poya, les cheveux à l'air libre et le regard étincelant, l'État ne juge pas utile de surveiller votre activité. Vous pouvez courir, pleurer, rire ou chanter. Il n'existe aucune loi qui règle votre traversée. En revanche, si vous décidez de le franchir en voiture, il vous faudra au préalable obtenir une autorisation en la forme d'un permis de conduire. Ce permis, comme vous le savez, vous sera octroyé à la suite d'examens théoriques et pratiques. Et si vous appuyez trop fort sur le champignon, l'État n'hésitera pas à vous le retirer. Vous en conviendrez, l'État, dans ces 2 situations, ne vous surveille pas de la même façon. Mais pourquoi existe-t-il une telle différence ? Dans mon exemple, la raison est presque évidente. Votre promenade dominicale ne génère aucun risque, alors que la mauvaise conduite de votre bolide, en cas d'accident, peut avoir de graves conséquences. Grâce au permis de conduire, l'État, bienveillant, s'assure alors que vous ne confondiez pas la pédale des freins avec celle de l'accélérateur. Mais qu'en est-il alors des personnes qui exercent une activité dans le monde de la finance ?
Actuellement, elles ne font l'objet d'aucun permis, d'aucune autorisation. Pensez-vous alors que leur activité doit rester associée à celle du piéton, libre de toute autorisation, ou au contraire à celle du conducteur, soumise à des exigences particulières? Vous avez un doute? C'est là que j'interviens. L'objectif de ma thèse est de créer une sorte de permis de conduire une banque pour les gens qui la dirigent. Et pour atteindre cet objectif, j'ai premièrement examiné l'évolution des lois financières depuis les années 70 à nos jours, et j'ai constaté que si à l'époque il n'existait aucune règle de comportement pour les banquiers, vous étiez en quelque sorte un banquier piéton, les cheveux gominés et la cravate bien serrée, les crises économiques et les lois qui les ont suivies ont peu à peu réglementé leur comportement. Deuxièmement, j'ai comparé le métier de banquier à celui d'avocat et de médecin. Ces deux professions sont particulièrement intéressantes car pour exercer leur activité, l'État leur octroie une autorisation qui atteste d'une formation suffisante et d'une bonne moralité. Ainsi, l'État s'assure que si vous allez voir votre médecin, il sache distinguer votre jambe gauche de votre jambe droite s'il doit vous opérer, ou que votre avocat ne tente pas de vous mettre en prison alors que vous l'avez engagé pour vous en sortir. Ainsi, dans ma thèse, je propose de soumettre les banquiers à une autorisation équivalente. Enfin, si vous lisez ma thèse, la prochaine fois que vous irez voir votre avocat, votre médecin ou votre banquier, que ce soit en voiture ou à pied, vous vous y sentirez en toute sécurité. Merci. Merci. Et j'appelle maintenant Naïla. Naïla, vous travaillez à la confluence de plusieurs... ne vous laissez pas aveugler. Oui, vous travaillez à la confluence de plusieurs disciplines. Hein. Oui, tout à fait. C'est l'informatique, le centre, mais il y a des mathématiques et de l'écologie, si j'ai bien compris. Comment on peut choisir trois matières aussi, peut-être pas l'écologie, je ne sais pas, mais en tout cas l'informatique et les mathématiques, trois branches aussi, de mon point de vue, rigide, on va dire, et puis me dire que sa devise, c'est l'imagination est plus importante que le savoir. Ouais, je n'ai pas trop lié ça ensemble, mais pour répondre à votre question, moi j'aime bien l'imagination parce que le savoir, on sait qu'il est limité, alors que l'imagination pas. Et puis l'idée de la multidisciplinarité, c'est de pouvoir essayer de mettre les compétences qui sont diverses en s'imaginant comment on peut les regrouper ensemble et pas se dire, voilà, je sais que informatique et je vais rester dans mon bureau et faire que ça, mais plutôt mettre la compétence en favorisant d'autres disciplines. D'accord. Donc en imaginant au-delà des frontières, oui, au-delà des disciplines. Ne jamais mettre des frontières. Très bien. Merci Naïla. Je vous invite à prendre la parole dès que le compteur sera lancé. Dans la vie de tous les jours, pendant qu'on travaille ou qu'on s'amuse ou qu'on présente notre thèse en 180 secondes, on est entouré des espèces qui mangent d'autres espèces. L'ensemble de ces espèces-là, on l'appelle un food web. Éventuellement, ces espèces-là ont des proies communes et donc elles sont en compétition. On appelle cet ensemble-là un niche overlap graph. On peut se demander plusieurs questions, comme par exemple, est-ce qu'il y aurait une particularité dans l'assemblage de ces espèces-là? Pour répondre à cette question, on va essayer de focaliser sur un motif particulier qui s'appelle les cycles sans corde. Pourquoi ce motif-là? Simplement parce que quand je lis la littérature, les gens estimaient que ces cycles n'étaient pas présents, mais il n'y avait rien de démonstration. Et moi, je voulais voir s'ils disaient la vérité ou pas. C'est quoi un cycle sans corde? Simplement, imaginez-vous, c'est une bague, une élastique, donc quelque chose qui est une chaîne fermée, mais qui est vide à l'intérieur. Donc, on n'a pas de corde. Pour pouvoir trouver ces cycles sans corde, il faut développer un algorithme. Vu que je ne peux pas vous apporter les oiseaux maintenant, donc
je vous ai apporté quand même une carte de la Suisse dans laquelle on va considérer les villes comme étant les espèces et un chemin entre deux villes comme étant la compétition de ces espèces-là. Comment fonctionne cet algorithme? On va simplement choisir une ville de départ. Donc moi, je vais choisir Fribourg. Et ensuite, on va prendre le train. N'oubliez pas votre billet. Et on va visiter la ville qui est juste à côté. Donc dans mon cas, Rigersburg. Ensuite, arrivé à Rigersburg, je fais un peu de tour, un peu de visite. Et puis je vais continuer après à Thun. Dès que j'ai 3 villes, là, il faut que je commence à savoir est-ce qu'il y a une corde, donc un chemin direct entre Fribourg et Thun. Si c'est le cas, ça veut dire que je n'ai pas un cycle sans corde. Si ce n'est pas le cas, comme vous voyez dans ma carte, donc je vais continuer la visite. Et là, l'idée, c'est de revenir à Fribourg en visitant tous ces-là. Donc, essayez d'avoir une carte journalière parce qu'avec toutes ces visites, je pense qu'on va payer cher. Et là, on va voir qu'on a en fait obtenu un cycle sans corde. Et là, donc, ce qu'ils disaient dans la littérature, ce n'était pas totalement vrai. Donc voilà, j'étais déjà contente de pouvoir prouver ça. Ceci nous mène à une autre question. Quel est l'impact de ces cycles sans corde sur la vie des espèces qui sont en compétition? Et en fait, nos résultats ont pu démontrer que la présence de ces cycles sans corde va augmenter les chances de la vie de ces espèces-là. Donc, pour conclure, si vous tenez vraiment à votre vie et vous voulez vraiment vivre longtemps, essayez avec vos relations et avec vos compétiteurs d'appartenir comme l'oiseau là à un cycle sans corde. Merci. Merci Naïla. Et j'appelle le dernier candidat de ce bloc, Simone Colombo. Alors, Simone, vous êtes étudiant en physique. Exactement. C'est juste. Et j'adore le titre de votre présentation, qui est la danse magnétique des atomes. Oui. C'est juste. C'est juste, c'est juste. Et encore plus que... Moi, j'ai même pas envie de vous poser... Enfin, si, ma question, elle est biaisée, mais moi, j'adore... C'est ma devise préférée de la soirée, je crois. Okay. J'ai appris à marcher depuis lors, je me laisse courir. Oui. C'est parce qu'en principe, je pense que on a toujours besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau et de mieux. Mais du point de vue positif, pas négatif. C'est pas pour dire qu'on n'est jamais content, mais c'est qu'on aime bien lorsqu'on est en train de faire quelque chose. C'est la route qui nous amène à un objectif qui rend le plaisir. C'est lorsqu'on va se balader dans la montagne, par exemple. On est content lorsqu'on arrive au bout de la montagne, mais ça aurait été plus rapide d'utiliser une télésiège, par exemple. Mais c'est joli si on monte en marchant. Donc j'arrive au bout de la montagne et j'aimerais bien voir, je vois une autre montagne encore plus grande, j'aimerais bien aller dans l'autre montagne. Là, c'est mon idée et moi je trouve que ça représente plus ou moins ce que je fais tous les jours. J'arrive à résoudre un problème, bon, je vais voir le problème qui vient après, je ne m'arrête pas. Et ce n'est pas seulement pour moi, mais je pense que c'est pour tout le monde, comme ça. Il y a toujours quelque chose dans lequel on aimerait savoir plus, ou faire mieux. Voilà. Merci. Donc moi je vous avais promis un peu de télé-réalité, j'en rajoute une couche. On a eu Danse avec les stars, nous avons donc maintenant Danse avec les atomes. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'approche avec un aimant dans un main vers un frigo? On sent une force qui va tirer notre main contre le frigo. Cette force, elle est due au champ magnétique créé par l'aimant. En principe, si je rentre dans la cuisine avec les yeux fermés et je me balade avec mon aimant, je peux localiser le frigo en utilisant l'aimant lui-même. Ça, c'est très utile. Par contre, ouais, si on ne peut pas ouvrir les yeux. Par contre, si je perds l'aimant dans la cuisine, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre mon frigo et chercher l'aimant avec le frigo. Je sais, ce n'est pas très pratique, mais quand même, le frigo peut être utile pour détecter, pour localiser des aimants. Le frigo, utilisé de cette façon-là, c'est un magnétomètre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des médicaments magnétiques. C'est des médicaments attachés à des aimants nanoscopiques, vraiment très petits, qui peuvent être injectés dans le corps humain. Et en utilisant un magnétomètre, on pourrait localiser ces médicaments à l'intérieur de notre corps. Ça, c'est utile parce que si j'ai mal au genou, par exemple, j'injecte le médicament, j'aimerais bien qu'il va me traiter le genou et pas le pied.
Et donc, je dois monitorer, je dois voir où se trouve ce médicament pour voir s'il est efficace ou pas. Et là, mon thèse, c'est vraiment de développer un magnétomètre assez sensible pour mesurer ces médicaments magnétiques. Moi, j'utilise, comme vous pouvez supposer, des atomes. J'utilise des atomes parce qu'ils sont petits, il y en a partout. Ils sont sûrement plus petits et plus légers et plus pratiques qu'un frigo. Et surtout, ils ont une propriété très importante. Ils ont des oreilles, des espèces d'oreilles magnétiques, qui lui permettent d'entendre le champ magnétique produit par un aimant. L'atome, lorsqu'il entend un champ magnétique, il a envie de danser, un petit peu comme l'être humain. Mais nous, on entend la musique normale, on a envie de danser, mais on danse seulement lorsqu'on se trouve dans certaines conditions. Par exemple, lorsqu'on est dans une discothèque avec des bons amis, si la musique elle part, alors on commence à danser. Et on est content. Les atomes, c'est exactement la même chose. Moi, je dois les préparer, je dois les mettre dans une boîte d'atomes. Voilà. Je les observe et je regarde. Lorsque je vois qu'ils commencent à danser, ils sont tout contents, ils dansent, alors je sais qu'ils entendent la présence d'un aimant, alors je sais exactement où l'aimant se trouve, et donc je peux dire exactement si je suis en train de me traiter le genou, ou le pied, ou la tête. Merci. Donc, merci beaucoup encore, Simone. Donc, comme la dernière fois, on va faire maintenant la question de l'applaudissement pour le public. Donc, je demande aux deux autres candidats et candidates de remonter sur le podium. Voilà, dans l'ordre. Ou bien on peut mettre Guillaume ici, comme ça, c'est clair. Non, 1, 2, 3. Voilà. Donc, on va faire de nouveau de la même manière. Donc, on va aussi faire les applaudissements. Alors, préparez-vous pour Guillaume. Maintenant, les applaudissements. Maintenant. Là, c'est le fans club. Hein, c'est vraiment... Voilà. Pour Neila, maintenant. Stop. Et pour Simone, maintenant. Ah là, avec, je crois, Farida, on n'est pas complètement, je sais pas, pour moi, entre Simone et Guillaume, voilà, ouais. Là. Le bruit. On va la refaire. On refait une fois. Comme ça, on sera décidé. Alors, pour Guillaume, voilà. Stop. Pour Neila. Et pour Simone. Là. Stop. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui demandent les prolongations, là. Donc, on va faire le premier applaudissement éclair de la soirée. On va le faire entre vous deux. Je crois qu'il est clair que c'est pas clair entre vous deux. Désolée, Naïla. Donc, vous avez 4 secondes pour donner tout ce que vous voulez pour Guillaume. Pour Simone, top. Alors, moi, on vous remercie pour votre enthousiasme. Je crois que particulièrement ce soir, Guillaume vous remercie pour son enthousiasme. Voilà, c'est la... Et vous en gardez encore un peu, il y a encore 3 concurrents et concurrentes. Donc, donc là, maintenant, je vais accueillir Elia.
Elias Aini, si je prononce bien. Voilà. Donc, oui. Merci. Ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Donc là, pour moi, le titre demande justement un petit peu d'éclaircissement en tout cas. Rien que pour la matière, je vais d'abord commencer par dire, donc vous êtes doctorant en mathématiques. Et puis, justement, comme je l'ai dit avant, pour les questions personnelles, il y avait une phrase justement qui disait que pour vous, en fait, les mathématiques étaient fascinantes. Donc, pour moi, c'est la question pour vous. En quoi est-ce qu'elles sont fascinantes? C'est fascinant en fait parce que c'est un peu un jeu. Le problème des maths, c'est que toujours les gens n'aiment pas parce qu'il n'y a pas du monde qui est bien à l'enseigner, je crois. Surtout à l'école primaire, au collège, au lycée. Et donc on pense que c'est une chose vraiment ennuyante. Mais en fait, n'est pas vrai. Et il y a aussi un côté très de jeu dans la mathématique. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait les Jeux des Olympiades de maths. Et c'est une chose qui, en fait, donne la possibilité de voir la mathématique avec une autre perspective. Et si on la regarde avec ses yeux un peu de jeu, c'est vraiment fascinant, je crois. Et donc ça, c'est un peu la raison. En fait, seulement une chose, ouais, le titre ici, il n'y a rien à faire avec les slides. Et en fait, quand j'ai écrit le module d'inscription, je n'ai pas mis le titre de la thèse. Mais voilà, après, ils m'ont demandé de la mettre. et j'ai écrit des choses vraiment comme ça. Mais c'est un peu, je crois que c'est un peu comme si vous faites une symphonie, non? Si vous écoutez une symphonie, vous dites « Ah, ok, c'est une chose étonnante. » Mais si vous allez lire vraiment les notes, voilà, vous ne comprenez rien parce que voilà, c'est seulement les musiciens qu'on peut le comprendre. C'est un peu comme ça avec la maths. Donc, et vous allez avoir 3 minutes vraiment pour nous convaincre. Ouais, bien sûr. On va essayer. Alors, ce soir, on va chercher de comprendre ensemble pourquoi, pour construire un ballon de foot, il faut utiliser soit des hexagones, qui ici sont les figures blanches, soit des pentagones, qui sont les figures noires. Et n'est pas possible, attention, n'est pas possible de construire un ballon de foot seulement avec des hexagones. Donc ça, c'est une question en mathématiques. Et nous, mathématiciens, on aime vraiment beaucoup les jeux et les questions. La topologie algébrique, c'est la branche de la mathématique qui cherche de répondre à des questions comme ça. Et dans ma thèse, en fait, j'étude de la topologie algébrique. Souvent, en mathématiques, quand on a un problème, ici celui-là du ballon de foot, on ne le résout pas. En fait, on le résout à l'aide de l'abstraction. Ça veut dire qu'on cherche de résoudre un problème très plus difficile, très plus général, très plus grand. Et vous dites, pourquoi bien on le fait? Oui, on va résoudre un problème plus difficile, tel que notre problème initial, celui-là, c'est seulement un cas particulier. Donc, il vient vraiment facile. Et donc ici, on étudie les polyèdres sphériques. Qu'est-ce que c'est un polyèdre sphérique? C'est une figure géométrique à 3 dimensions. Ici, j'ai mis un modèle, mais vous pouvez bien construire des polyèdres sphériques de dimensions incroyables. Par exemple, dans le quartier parisien de la Défense, il y a la Géode, qui est un modèle de polyèdre sphérique très très grand. Ou bien vous pouvez construire grand comme tout l'univers. La chose incroyable, attention parce que l'univers c'est fini de dimensions, n'est pas infini. La chose incroyable des polyèdres sphériques, c'est là souvent que pour chaque polyèdre sphérique, n'importe pas la grandeur, la dimension, même la couleur, si vous prenez le numéro de faces, moins on arrête, plus de sommet, c'est toujours égal à 2. Ça, c'est seulement la seule partie des vraies mathématiques que j'ai écrit ici, mais c'est juste, c'est comme dans une symphonie, on va mettre quelque chose un peu étonnant, non? Et voilà, et à l'aide de cette formule, on peut bien montrer que pour construire le ballon de foot, il faut toujours utiliser soit des hexagones, soit des pentagones. Bien, dans ma thèse, moi, j'étudie des espaces topologiques. On a dit topologie, c'est un autre mot un peu difficile, mais voilà, pas étonnez-vous. J'étudie des autres espaces qui s'appellent un arrangement d'hyperplanes et qui ont des propriétés très très proches des polyèdres, en fait. Mais la topologie algébrique, par contre, elle a beaucoup d'applications aussi dans la vie quotidienne. Par exemple, pour la réalisation des images digitales. Les cartoons de Disney Pixar, par exemple, ils sont réalisés avec l'approximation des polyèdres. Ou bien dans l'analyse des big data pour les très grandes entreprises. Cependant, moi, j'ai dit, j'aime bien la mathématique pure, et donc je vais terminer avec une question pour le public, pour voir si vous êtes très très attentifs, et donc vous avez compris ce que j'ai dit ce soir. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que c'est possible de faire un pavage de toute la Terre, de notre planète, avec des briques de forme hexagonale? Ok, bien, je vous remercie pour la participation, j'espère
d'avoir amusé bien. Merci. Merci Elia. Et j'accueille maintenant Aimé Zermatten. Bonsoir. Bonsoir. Aimé, on aborde une problématique un petit peu plus, socialement un petit peu plus Un peu lourde, moins, moins légère. drôle. Oui. Voilà. Vous pouvez m'expliquer, j'ai trouvé intéressant comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet. Alors, je travaille depuis plusieurs années dans un service cantonal d'exécution des peines. Et puis, en fait, si on sait comment traiter un toxicomane, pour les délinquants sexuels, c'est une population criminelle tellement hétérogène. Donc, c'est-à-dire que ça passe d'un exhibitionniste jusqu'au violeur en série. Ils ont vraiment des problèmes spécifiques. On ne sait pas tellement comment les traiter. Et je remarque que les praticiens, qu'ils soient juristes ou médecins, sont souvent mal à l'aise face à ces auteurs. Et le but de ma thèse, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir tenter, parce que je n'arriverai pas à donner de vraies solutions, mais tenter de donner des esquisses, en fait, de comment est-ce qu'on pourrait traiter ces gens et ainsi protéger la société. Bien, vous allez nous expliquer ça tout de suite. Je relève quand même juste votre devise, ad astra per aspera, donc vers les astres, mais à travers les difficultés. Je vous souhaite d'arriver rapidement aux astres après ces 3 minutes. Merci. Il y a une phrase que nos parents nous ont sans doute tous dite. Tu ne dois pas accepter de bonbons de la part d'inconnus. Pourtant, savez-vous que dans la plupart des cas d'abus sexuels, l'auteur connaît sa victime ? Et qu'au-delà d'un comportement réprimé par la loi, la délinquance sexuelle pose des défis sécuritaires, sociaux, humains. Concrètement, imaginez-vous un vendredi soir. Départ à l'ancienne gare, après quelques bières, le Belvédère, pour finir sur un remède sous forme de shot à l'antidote. C'est là que vous avez laissé votre pote de toujours, Brutus, avec la jolie blonde rencontrée plus tôt. Ça pourrait finir bien. Ils se marièrent et eurent de nombreux bambins. Seulement, voilà. Le lendemain matin, un Brutus paniqué, au bout du fil, vous raconte que la police est venue l'arrêter. La jolie blonde l'accuse de l'avoir violée. Brutus se souvient que dans la voiture, ils ont commencé à se déshabiller. Et puis, plus rien. Il ne sait pas, il ne sait plus. Il avait trop bu. Et après ? Que faire de Brutus s'il est reconnu coupable de viol ? Quelles sanctions lui infliger ? Et que se passera-t-il si l'on découvre au cours de l'enquête que Brutus a déjà violé plusieurs fois ? La prison, oui, assurément, mais combien de temps ? Avec une thérapie ? Pourra-t-on le forcer à prendre des médicaments ? Enfin, pourra-t-on le libérer un jour ? Et si oui, quand ? À quelles conditions ? Devra-t-on alors lui implanter une puce GPS pour le contrôler ? Ou créer un registre des agresseurs sexuels et l'y inscrire ? Autant de questions cruciales auxquelles la loi ne répond pas directement. Et c'est là que j'interviens avec ma thèse, puisque j'essaye d'apporter des solutions à ces différentes interrogations. Donc pour ce faire, tout d'abord, j'analyse le cadre légal qui entoure les agresseurs sexuels, c'est-à-dire les sanctions, leur exécution et différents problèmes particuliers qui se posent. Ensuite, je compare la prise en charge pénitentiaire et médicale qui existe en Suisse avec celle d'autres pays plus expérimentés dans ce domaine. L'objectif de ma thèse consiste ainsi à réfléchir à des améliorations concrètes et pratiques dans la gestion des agresseurs sexuels. Pas de happy end. Brutus a été condamné. En prison, il bénéficie tout de même d'une thérapie. Celle-ci l'aide à gérer ses pulsions sexuelles, mais surtout son agressivité, afin que l'histoire, avec un grand H, ne se reproduise plus. D'ailleurs, ce matin, au pénitencier, quelqu'un a tenté de tuer César. Et c'est Brutus qui l'a sauvé. Donc voilà, nous allons boucler la boucle donc avec Louis. Voilà un micro. Donc Louis, vous êtes fait de la recherche en informatique ou système d'information. J'ai retenu aussi des questions qu'on vous a posées, que vous cherchez à utiliser en fait la technologie pour rendre visible la recherche notamment. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Sans dévoiler le reste, évidemment, mais déjà à ce niveau-là.
Ok, je réponds en anglais. Oui. Well, the idea is to bring technology in the service of citizens, and the objective, the goal of this project is basically taking into account all the best practices that are presented in big companies and to put in the service of citizens and to empower them with this technology. D'accord. Donc là, justement, une précision à faire, c'est que Louis va s'exprimer en anglais. Donc là, on fait une petite entorse, mais on va le prendre justement maintenant comme dernier candidat. Donc vous avez aussi 3 minutes comme les autres Oui. pour convaincre. Merci. Merci. We live on an information and knowledge society. One of the main characteristics of this information and knowledge society is that everyone has the opportunity to create and consume information as well as to share content and knowledge. These characteristics have been used for main players in technology, such as eBay, Amazon, Facebook, Twitter, Google, in order to extract information and to produce, to collect information from users and to create profiles. These profiles are used to recommend different services, different products, different communities, and they use this technology and this methodology in order to recommend and to increase their revenues and also to engage with their customers. In my thesis, I proposed a system so-called smart participation, which makes use of a fuzzy community building. This fuzzy community building, for those which are not familiar with fuzzy logic and fuzzy classification, it's an imprecise logic which helps us to better understand people's thinking and people's taste, people's ideas. As you can imagine, understanding people cannot be classified in a binary way, black and white. That's why the Smart Participation Project used this concept of imprecise logic in order to create communities of interest and to find citizens with different levels of agreement and disagreement. These new channels, these new communication ways help us to enhance citizens' participation in different processes. The first one is e-collaboration. So citizens could collaborate and participate in projects of their interest and to share their know-how with the society. On e-democracy, users are able to find and discover candidates and political parties according to their needs and their profiles, their political profiles. On e-community, they can find and discover communities and share their knowledge and to eventually discuss topics which are important for the society. These lead us to the main goal of this project, which is e-empowerment. E-empowerment is nothing but taking the decision-making back to the citizens and societies. With technology, we are able to develop new ways of empowering societies and giving this back in this power to the citizens. We can use this technology now. Thank you. Thank you. You can stay here. Avant de procéder au vote de ce bloc, peut-être qu'on peut inviter notre jury déjà à se retirer pour délibérer. Peut-être que je remonte. Oui. Si jamais, on va justement vous laisser aller dans les loges qui sont là en bas, je vous le montre. Et pendant qu'ils se retirent, j'appelle les deux précédents candidats à me rejoindre sur scène. Et donc, nous allons procéder au vote pour ce dernier bloc. Voilà, alors, de nouveau, je vais demander, s'il vous plaît, Excusez-moi, j'ai un blanc au niveau des prénoms. Elia. Elia. Voilà. Elia, donc les applaudissements pour Elia maintenant.
Les applaudissements pour Aimé, maintenant. Et les applaudissements pour Louise, maintenant. Pour moi, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si on n'est pas d'accord, on recommence. On va peut-être, pour moi, il y avait entre les deux premiers applaudissements entre Elia et Aimé, pas forcément sûr. Donc, on va refaire, à mon avis, pour les deux premiers. Donc, on attend aussi de nouveau tout ce que vous avez voilà. Pour Elia, maintenant. Et pour Aimé, maintenant. Alors là, je crois que je suis d'accord avec Farida. Donc c'était pour Aimé, je pense que ça. Donc j'invite les deux candidats perdants de ce bloc à rejoindre leur siège et j'invite les deux candidats gagnants des deux précédents blocs à rejoindre Aimé sur scène. Donc on avait les prénoms des personnes. C'était Rabi, Guillaume, Aimé. Ouais, on est bon. Voilà. Alors maintenant, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et je sens que ça va être chaud. Donc maintenant, donnez tout pour Guillaume. Ceux qui ont préféré la présentation d'Aimé, maintenant. Et pour Rabi, maintenant. J'ai un peu de peine quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui nous font des signes dans le public? Normalement, on a des adjoints dans le public qui doivent... Non, personne ne se prononce. On repasse un tour, je crois, là. Ah, il y a un adjoint qui se positionne. Donc, puisqu'on a des nouveaux positionnements, on recommence. Donc, c'est maintenant. Donnez tout pour Guillaume. Moi, je vois que la jante féminine au milieu à gauche, je pense qu'il y a des choses à faire ce soir. Parce que... Oui, sans malentendu, hein, moi je constate, c'est tout. Et maintenant pour Aimé. Et pour Rabi. Bonsoir, monsieur. Bon, vous avez le prix de le public là devant, alors ça c'est clair. Le public en gris a voté pour Rabi. Ils sont pas d'accord, donc nos adjoints, ça va bien. Bon. Mais on a quand même... c'était entre Guillaume et Rabi, je crois que les choses se jouaient, désolé, Aimé. Donc, applaudissements éclairs. On va finir la soirée comme ça. Dernier. Alors, c'est court et bref, comme on dit. Attention. 4 secondes. Vous avez 4 secondes pour Guillaume. C'est des groupistes, là. Oui. Faut peut-être monter un groupe, je sais pas, lancer dans la chanson quelque chose. 4 secondes pour Rabi. Si. Alors, mesdemoiselles, je crois que vous allez être satisfaites. On déclare Guillaume gagnant. Le prix du public est donc attribué à Guillaume. En fait, une chose qu'on n'a pas faite encore, mais revenez sur scène, s'il vous plaît. Oui, il faut rappeler maintenant tous les candidats sur scène, s'il vous plaît.
Oui. Et nous attendons le jury. Ah, on me fait signe, il faudrait que vous avanciez tous d'un pas, qu'on vous voit. Et juste un peu de patience que le jury ait terminé sa délibération. Peut-être que le groupe récemment formé veut nous pousser une petite chansonnette en attendant. Non, vous n'êtes pas décidé. On a un seul gagnant jusqu'à présent. Moi, j'aimerais bien, je te pique ton micro, mais je serais assez contente d'avoir un petit mot du gagnant. Alors, moi, j'utilise tous les outils que j'ai à disposition. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier HC Gauthieron pour son soutien ce soir. Merci au côté gauche de la salle, mais aussi merci au côté droit de la salle. Non, je pense, vu que je dois meubler d'autres minutes, c'est bien ça. Vous l'avez déjà fait une fois, vous pouvez recommencer. Voilà. En fait, c'était, je pense, une expérience vraiment enrichissante pour l'ensemble des doctorants qui sont là, parce que même si c'est vrai qu'au repas de famille, on explique de temps en temps le sujet de notre thèse, c'est vraiment difficile et c'est un bel exercice de pouvoir concentrer plusieurs années de recherche en 3 minutes. Pour ma part, j'ai pensé qu'à la base, ça allait être plus difficile, puis je me suis rendu compte que ça allait être impossible, et au final, je me suis dit que finalement, avec un peu de travail, un peu de chance et le HC Gauthieron, ça devrait en principe passer. Alors voilà, il me reste 2 minutes à combler. Je peux vous parler de l'historique de ma thèse, si ça vous intéresse. Non, je crois que je vais vous repasser le micro. Et donc, voilà les très attendus membres du jury. Alors, hop. Peut-être qu'on va venir de ce côté, je trouve. Ça serait bien. Peut-être on va juste décaler puis avoir les membres ici du jury, sans les voir. Bon, on va quand même leur demander ce qui leur a pris autant de temps, hein, parce que notre public a eu beaucoup de patience. Mais il y a un bar en bas. Voilà. C'était difficile. Oui. Apparemment, oui. Ma première question, c'était qu'est-ce que vous avez retiré de la soirée, mais je crois que je vais la changer. Qu'est-ce qui était, Madame Charlier, si difficile? Je pense que pour moi, on repart au début de la soirée. Vraiment très difficile de faire des choix parce qu'ils étaient tous excellents, vraiment. Et donc, c'était passionnant, avec des sujets de thèse très pertinents, des présentations enfin, très claires, bien structurées. C'était vraiment difficile de choisir, de départager les personnes. Oui. Et donc, délibération difficile. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bochet est-ce qu'il y a eu un critère déterminant? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Non, alors justement, on ne s'est pas préoccupé de ce que disait le public. On a fait ça vraiment complètement dans notre bulle. C'est la combinaison de tous les facteurs. Hein. Donc on a regardé l'enthousiasme, l'attitude face au public. On a regardé la vulgarisation, hein, des mots simples pour faire passer quelque chose de compliqué. Et puis on a regardé l'enchaînement logique, la structure de l'exposé. Et donc tout ça ensemble, ça a donné le résultat, quoi. Alexandra, les candidats ont-ils été à la hauteur de vos attentes? Oui. Parce que quand j'ai regardé la liste au début, on a eu les thèmes, juste les titres avant la soirée. Je me suis dit, oula, moi qui viens de la communication, donc j'ai vu 6 sciences dures. Je me suis dit, oh mon Dieu, ouf, ça dure que 3 minutes. Et puis, oui, Paris réussi. J'ai pas dit que j'allais m'inscrire en mathématiques demain, mais oui, vraiment, bravo. Et dernier pas, hein, on a parlé de ces différents pas qu'il faut faire pour que la science arrive au grand public. Madame Remermet, est-ce que vous avez trouvé ici l'histoire que vous publierez peut-être demain? Oui, je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à ressortir et puis surtout vraiment qu'elles ont été très bien expliquées et de façon très claire. Ça a même surpassé mes attentes, je dois avouer, ce soir. Donc bravo. On va redire bravo à tous les candidats. Et j'invite maintenant Madame Charlier à nous annoncer tout d'abord le 2e lauréat et ensuite
le gagnant de ce soir. Non, le troisième. On a 3. Le troisième. Le troisième, pardon, le troisième. Oui, le troisième. Alors, le troisième lauréat est... Un petit peu de... Simone Colombo. Donc, je tiens à souligner que c'est un prix aussi, bravo aussi pour cette prestation, qui est un prix de 500 francs aussi pour ce troisième prix. Donc, encore bravo pour ça. Voilà. Maintenant, je repasse la parole à Bernadette Charlier pour le deuxième. Alors, le deuxième lauréat est une lauréate, c'est Désirée Koenig. C'est un prix aussi de 750 francs, donc voilà, bravo. Et puis le dernier prix. Alors le dernier. Le premier lauréat, c'est aussi le prix du public, je crois, Guillaume Brady. Voilà, c'est un prix de 1000 francs aussi. Et puis donc, ces 3 personnes sélectionnées ce soir, ce seront les personnes qui vont partir à l'Université de Lausanne pour le 9 juin, défendre les couleurs de l'Université de Fribourg. Donc on leur souhaite déjà aussi la bonne chance, quand même. Donc on a profité en fait avant la pause quand vous étiez en délibération pour remercier en fait le public, les personnes qui, enfin le public pas encore. D'abord en fait plutôt déjà les personnes qui ont été instigateurs et instigatrices en fait de cette soirée nous ont accueillis ici. Il nous suffit maintenant encore aussi de vous remercier, jury, merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette délibération puis ce travail. Merci. Et finalement, comme je l'ai dit, merci au public parce que sans vous, on n'aurait pas fait une soirée de ce point de vue-là aussi chaleureuse. C'était vraiment, je trouve que vous avez bien supporté au fait toutes ces personnes, tous ces candidats et candidates. Un grand, grand merci. Merci.